Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, retour sur le one-on-one. Pourquoi un retour sur le one-on-one ? Eh bien parce que c'était le premier épisode de Leadershift, il y a longtemps. Il y a 191 épisodes exactement. Je vais faire un petit retour parce que, à force d'en parler, d'entendre des gens poser des questions, faire des objections, je me suis dit que ça vaudrait la peine de vous les partager. Alors revenons au début. One-on-one, pourquoi ? Le leadership est un processus éminemment social, donc basé sur la relation avec les gens. Qui dit relation, dit passer du temps de qualité avec ces personnes, donc one-on-one. Ça me paraît relativement logique, relativement inattaquable. Passer du temps de qualité avec les personnes qui sont dans nos équipes. Alors, résumons le one-on-one. Donc l'objectif, c'est le renforcement de la relation avec la personne. Alors, renforcement, soit création, soit développement, soit réparation, mais en tout cas, renforcement, amélioration de la relation. Les modalités, pour rappel, le one-on-one est pour chaque collaborateur, par souci d'équité. On fait pas, juste les ingénieurs mais pas les techniciens, ou juste les gestionnaires mais pas les vendeurs. Donc tout collaborateur qui travaille dans votre équipe, y compris les tempos, y compris les stagiaires, y compris les apprentis, pour chaque collaborateur. Un entretien individuel pour des questions d'intérêt pour la personne, privilégié, à nouveau, intérêt pour la personne, formel, qui est un gage de sérieux, hebdomadaire, qui est un gage d'importance, de 30 minutes, dont la première moitié pour eux. Intérêt pour la personne. Donc, modalité, pour chaque collaborateur, un entretien individuel, privilégié, formel, hebdomadaire, de 30 minutes. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, j'imagine qu'ils s'étranglent déjà, une demi-heure par collaborateur, j'ai 12 personnes dans mon équipe, ça fait 6 heures par semaine. Première objection habituelle, j'ai pas le temps. Bon. Très bien. Certes. Comme dirait mon frère. Alors, je vais vous la poser autrement, la question. Vous avez une baguette magique. On fera la liste des bénéfices constatés après. Vous avez une baguette magique qui vous permet presque inévitablement d'améliorer la qualité de la relation avec chacun des collaborateurs, chacune des collaboratrices qui travaillent pour vous. Souvenez-vous, vous avez du succès en tant que manager parce que votre équipe travaille bien, parce que vos 12 collabs travaillent bien. Donc, c'est eux qui font que l'équipe a du succès, et donc que vous avez du succès. C'est eux qui font une grosse partie du travail, pas vous. Ils sont 12, vous êtes tout seul. Ils gagnent 10% de productivité, vous gagnez un équivalent temps plein. 1,2, mais on va pas pinailler non plus. Donc, l'objection de « j'ai pas le temps », c'est une objection à courte vue pour des gens qui ne connaissent pas leurs priorités. Faire des one-on-one, c'est ton job, cher manager. C'est ton job. Quel autre moyen y a-t-il de faire pour que ton équipe travaille mieux ? La réunion d'équipe ? Ah oui, mais alors ça dépend comment est-ce qu'on l'a fait. On en parlera, d'ailleurs on en a peut-être déjà parlé, mais c'est l'individu qui fait le travail en collaboration avec les autres. Et donc travailler l'individu, c'est fondamental pour une équipe. Donc première objection, j'ai pas le temps, prends-le. Ça vaut largement la peine. Alors, il y a des exceptions, les 30 minutes hebdo, c'est en moyenne pour la plupart des gens. Alors oui, peut-être que si j'ai 40 personnes en prod, je fais un quart d'heure par mois, peut-être. Mais je fais mon one-on-one, entretien individuel, privilégié, formel. Ça c'est sûr. Et pour chacun. Deuxième objection. Je les vois tout le temps. Ah mais je suis au milieu d'eux, je suis en open space. Et oui, tu les vois, très bien, tu les entends, mais quelle relation tu as avec eux ? Et donc, dans des conditions de l'open space, la relation ne peut pas être vraiment
développer. Donc le one-on-one permet d'améliorer les conditions de conversation, de dialogue, et de prêter cette attention à l'individu. Justement, c'est là que c'est critique. Donc je les vois tout le temps, peut-être, mais pas de cette manière-là, et pas avec cette attention-là. Donc, les deux objections habituelles peuvent être balayées assez rapidement. C'est le travail d'un manager de gérer ces personnes, et c'est le job d'un manager d'établir des conditions suffisamment bonnes de dialogue et de conversation. Alors, bénéfices constatés. Il y en a plusieurs. Je dirais qu'ils se construisent même les uns sur les autres, une espèce de pyramide vertueuse. On commence avec des choses très simples, puis on arrive avec des choses qui sont intéressantes, auxquelles, en tout cas moi, j'avais pas forcément pensé en proposant les one-on-one il y a plusieurs années. Premier bénéfice constaté, meilleure connaissance collaborateur-collaboratrice. Meilleure connaissance de ses besoins, meilleure connaissance de son fonctionnement, comment elle réfléchit, qu'est-ce qu'elle a comme levier, qu'est-ce qu'elle a comme envie, comme désir. Donc, meilleure connaissance du collaborateur. Et, je ne l'ai pas écrit, mais dans les notes, mais du coup, meilleure connaissance de vous, c'est-à-dire que le collab ou la collab a une meilleure connaissance de vous, pareil, de vos besoins, de votre fonctionnement. Donc, bénéfice mutuel. Deuxième bénéfice constaté, amélioration de la confiance mutuelle. Confiance mutuelle, on l'a vu, très important pour la communication entre les deux et l'établissement d'une sécurité psychologique au moins entre vous deux. Même si l'équipe dysfonctionne parce que XY, au moins entre vous deux, il y a une bonne sécurité psychologique qui permet tout un tas de choses tout à fait positives qu'on a vues par ailleurs dans ce podcast. Troisième bénéfice constaté, développement de l'autonomie. Pourquoi ? Par délégation. Puisque évidemment, on va profiter du one-on-one pour voir les délégations. Ah bah oui, c'est aussi à ça que ça sert. Et puis, vous allez aussi connaître leurs priorités. Puisque c'est eux qui commencent le one-on-one. C'est pas vous qui venez avec votre liste de tâches, et puis votre suivi de projet, et puis votre fichier Excel dans lequel... Non, c'est la personne qui vient avec ses priorités. Et donc vous allez tout de suite voir les priorités de la personne. Et si elles ne sont pas alignées, on fait un feedback. Bien joué. Ben oui. Ah ben oui, on fait les feedbacks pendant le one-on-one, bien sûr. Pendant notre période à nous, les 10 dernières minutes. Ou les 15 dernières minutes. Donc, développement de l'autonomie. Quatrième bénéfice constaté, un gain de temps. Eh oui, alors celle-là, il est un peu plus étonnant. Mais vous aurez beaucoup moins d'interruptions. Et vous aurez des gens qui ont beaucoup plus confiance en eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils comprennent comment vous fonctionnez. Ils comprennent comment vous fonctionnez. Donc ils savent très bien là où ils peuvent jouer, là où ils peuvent pas jouer, là ils ont de la marge, là ils en ont pas. Donc c'est un gain de temps pour vous. Autre bénéfice constaté, j'arrive même plus à les compter, tellement il y en a. Amélioration de la motivation, par la prise en compte des besoins individuels. Vous savez ce dont ils ont besoin de manière individuelle. Vous avez un Joseph et une Joséphine qui font de la prod les deux, qui sont assembleurs ou assembleuses. Il y en a un qui aime le marketing, qui aime bien parler, etc. Et puis l'autre qui aime plutôt la précision. Le premier, vous pouvez donner un petit rôle de formation interne, et le deuxième, vous allez donner un petit rôle de contrôle, je sais pas. Plutôt que de dire tout le monde fait des formations, et tout le monde fait, il n'y a rien de pire que ça. Confondez entre parenthèses pas égalité et équité. Donc, bénéfice constaté du one-on-one, amélioration de la motivation. Autre bénéfice constaté, meilleure prise de risque, parce que meilleure synchronisation des priorités avec vous et avec les autres. Ils vont savoir où est-ce qu'ils peuvent prendre un petit risque. Dire, ça, tiens, j'ai pas trop le temps, je le fais pas à 100%, parce que je sais que Vincent, mon manager, on en a parlé. Je sais comment il fonctionne, j'ai compris qu'est-ce qui était important pour lui ou pas. Donc, meilleure prise de risque, donc meilleure innovation, donc meilleure créativité. Autre bénéfice constaté, diminution de la difficulté de préparation des entretiens de fin d'année. Vous avez un suivi hebdomadaire. Alors ok, vous le faites toutes les 2 semaines, vous faites tous les mois, c'est égal. Vous avez 10, 12, 20, 30 suivis, parce qu'évidemment, vous prenez des notes pendant votre one-on-one. Vous avez un petit suivi, avec des petites notes, des petites choses. Fin d'année, tiens, bien passé quoi, mal passé quoi, progression, pas progression. Génial. C'est plus un souci de préparer un entretien de fin d'année. Dernier bénéfice constaté, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, anticipation du besoin d'un dossier RH. Oui, c'est le même suivi hebdomadaire que pour le bénéfice précédent. C'est-à-dire que si je veux pousser cette personne pour une promotion,
J'ai des notes, je peux dire, oui, ça fait depuis le 12 septembre 2022, j'ai constaté que. Je vous assure que votre chef ou RH, quand ils verront ça, ils ont les yeux grands ouverts, parce qu'ils disent, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un, justement, anticipation du besoin d'un dossier RH, dans le cas d'une promotion, mais aussi dans le cas d'une rupture de contrat. Rien de pire pour un RH ou une RH d'avoir à licencier quelqu'un sans aucune base de rien du tout. Là, vous avez pris des notes, vous avez vu la détérioration des relations, de la confiance, de la performance, vous l'avez vu, c'est catalogué, c'est protocolé. Donc, vous voyez que les bénéfices constatés sont nombreux, sont très nombreux. Trop nombreux pour être ignorés, en fait. Alors, comment mettre en place ? Alors, c'est assez simple. Vous faites une annonce en réunion d'équipe. Voilà, on va test sur 3 mois. On va tester un entretien individuel. Alors, vous expliquez un peu tout ce que je vous ai expliqué. Parenthèse, vous pouvez leur faire lire les notes ou peut-être leur faire écouter l'épisode. Leur dire, voilà, on va faire un test sur 3 mois pour des entretiens individuels hebdomadaires privilégiés. Vous écoutez un peu, mais vous tenez bon. Oh, ça sert à rien. Restez stoïque de marbre. Oui, très bien. Vous notez les objections et qui fait les objections pour pouvoir pendant les one-on-one aussi commencer à gratouiller. Tiens, pourquoi tu penses que ça sert à rien ? À ton avis, qu'est-ce qui servirait plus ? Toujours intéressant. Un envoi d'un mail à l'équipe qui résume ce que vous avez dit en réunion d'équipe. L'envoi des invitations Outlook pour les 3 premiers mois avec un petit agenda de base. C'est souvent 15 minutes pour lui ou elle, 15 minutes pour moi, avec peut-être une fois par mois, on ajoute à la fin, où on prend sur les 15 minutes de chacun, 10 minutes pour parler, carrière, développement, formation, etc. Et au bout des 3 mois, une petite réunion d'équipe, avec un bilan. Et puis, s'il faut revenir en arrière, vous revenez en arrière. S'il faut adapter, vous adaptez. Mais j'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont abandonné les one-on-one. Pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 catégories de personnes dans notre équipe ? 1. Qu'est-ce qu'on fait avec les silencieux ? Déjà, on peut respecter leur choix, ils sont silencieux, très bien, pourquoi pas. Donc on leur pose 1 ou 2 questions au début de l'entretien, s'ils viennent avec rien. Et puis, s'ils continuent à être silencieux, on leur dit, écoute, t'as terminé tes 15 minutes, moi j'ai plusieurs choses à te dire, donc passez à votre partie, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous aurez terminé. Donc c'est pas grave. Vous avez fourni la possibilité à la personne de s'exprimer. Donc, c'est que bénef. Elle a gagné un quart d'heure, vous avez gagné un quart d'heure. Mais elle sait, la semaine prochaine, que si elle a quelque chose à dire, elle peut venir de le dire. Que faire avec les pas préparés ? Ceux qui viennent, les mains dans les poches. C'est assez simple, pareil. Vous posez une question, 2 questions, vous regardez un petit peu ce qui se passe, et puis peut-être que vous faites un feedback, en disant que vous désirez que la personne prenne le one-on-one en sérieux, parce que, etc., impact, vous savez faire un feedback. Les pas préparés sont des gens que du coup on va pouvoir cadrer grâce au one-on-one. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui s'en foutent, qui viennent pas, ou qui viennent à moitié, ou qui l'annulent ? Est-ce que ça arrive ? Un feedback, prochain one-on-one, feedback, c'est pas sérieux. C'est une marque d'irrespect pour moi. 12 collaborateurs, 6 heures par semaine, et tu viens pas. Donc ça m'agace, ça me frustre. Le feedback, même qu'avant. Donc, vous voyez que même avec des collaborateurs et des collaboratrices difficiles, le one-on-one est un moyen d'exprimer le besoin, d'exprimer la priorité. Donc voilà, chers collègues, faites des one-on-one. Faites des one-on-one. Vous ne le regretterez pas. Si vous avez des feedbacks, des histoires à raconter, envoyez-les à podcast@coapta.ch ou info@coapta.ch. Je les lirai très volontiers. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.